Bonjour et bienvenue. Bonjour. Alors aujourd'hui, on se plonge dans un document un peu particulier. C'est un manuel de formation Oui, technique pour la PNL. C'est destiné aux futurs praticiens en programmation neurolinguistique. Et c'est un gros morceau. C'est dense, plein de schémas, de concepts, d'exercices. c'est vrai que ça peut faire un peu peur comme ça au premier abord. La PNL, la programmation neurolinguistique, a une réputation assez contrastée, il faut le dire. Ah oui, clairement. Pour certains, c'est une boîte à outils révolutionnaire pour le développement personnel, et puis pour d'autres, ça frôle un peu la manipulation. Exactement. Et notre mission aujourd'hui, c'est pas de trancher ce débat, hein. C'est vraiment de prendre ce manuel au mot. Il se présente un peu comme un mode d'emploi du cerveau. C'est ça. Alors, on va tester cette promesse. On va essayer d'en extraire les outils les plus concrets, les idées les plus puissantes, pour voir ce que cette approche a vraiment dans le ventre. C'est un excellent angle. On va chercher les pépites, quoi. Les concepts qui peuvent vraiment provoquer un déclic. On va pas tout couvrir, évidemment, mais on va se concentrer sur ce qui peut aider face à des défis assez courants. Comme par exemple, Bah, se fixer un objectif et s'y tenir, gérer une émotion négative qui nous submerge, ou simplement mieux comprendre nos propres blocages. parfait. Alors, par où on commence ce fameux mode d'emploi? Le manuel, il démarre avec ce qu'il appelle les piliers de la PNL, les grands principes de base. Oui, et il y en a un qui est absolument fondamental. C'est vraiment le point de départ de tout le reste. Lequel? C'est la fameuse phrase «La carte n'est pas le territoire». Ah oui, un classique. Un classique, exactement. Ça veut dire que notre perception de la réalité, notre carte mentale, eh bien, ce n'est pas la réalité elle-même. C'est une représentation filtrée par nos expériences, nos croyances. D'accord, c'est une idée qu'on retrouve un peu en philo. Mais concrètement, l'impact de ça, c'est quoi? L'impact est énorme. Prenons un exemple tout simple du manuel. Être coincé dans un embouteillage. Mhm. Le territoire, le fait brut, ce sont des voitures à l'arrêt. Point. Mais la carte que la plupart des gens utilisent pour interpréter ça, c'est une catastrophe, je vais être en retard, c'est insupportable. Ah, ma journée est foutue. Voilà. Et on réagit à cette carte. Stress, colère, alors qu'on ne peut pas changer le territoire. Les bouchons sont là. La seule chose sur laquelle on a du pouvoir, c'est notre carte. Et toute la PNL part de là. D'accord, donc si on modifie nos cartes, on peut changer nos réactions. On arrête de subir. On commence à piloter. C'est l'idée. C'est un changement de perspective assez puissant. Le deuxième pilier, par contre, m'a paru un peu plus déroutant. Ah, Tout comportement a une intention positive. Honnêtement, ça peut sonner un peu comme une façon de trouver des excuses à tout. La procrastination, l'agressivité, il y a vraiment une intention positive là-dedans. c'est la réaction que beaucoup de gens ont. C'est une question légitime. Ce qui est fascinant, c'est que la PNL ne dit pas que le comportement est positif. Ah d'accord. Elle dit que l'intention derrière le comportement l'est, ou du moins l'était à l'origine. C'est souvent un mécanisme de protection ou une tentative, parfois maladroite, de satisfaire un besoin. Donnez-moi un exemple. La procrastination. La procrastination, par exemple, l'intention positive derrière, ça pourrait être de se protéger de l'échec. Si je ne commence jamais le projet, je ne peux pas le rater. Ah oui, je vois. Ou alors, ça peut être un besoin de repos que le corps exprime comme il peut. L'idée, c'est pas de dire la procrastination, c'est bien. C'est de se dire, OK, une partie de moi essaye de me protéger de l'échec. Comment je peux satisfaire ce besoin de sécurité d'une manière qui me permette quand même d'avancer? D'accord. On passe d'un combat contre soi-même à une sorte de dialogue. Exactement. Ça nous amène assez logiquement à la question des objectifs. Parce que si on veut changer un comportement, il faut savoir vers quoi on veut aller. Le manuel passe un temps fou là-dessus. Et c'est crucial. Il cite une étude du docteur Richard Wiseman Oui, j'ai vu ça. qui montre que seulement 22% des gens tiennent leur résolution du nouvel an. C'est très peu. Très peu. Et la raison, selon la PNL, c'est pas un manque de volonté, mais un mauvais codage de l'objectif dans le cerveau. Un objectif flou comme «je veux être en meilleure forme», ça ne donne aucune instruction claire à notre système nerveux. Et c'est là qu'intervient cet acronyme un peu barbare, spécifié. C'est ça. Le manuel le présente comme la formule magique. Et chaque lettre force à se poser une question clé. On peut en prendre juste deux qui changent vraiment tout. Allons-y. Le S pour spécifiquement sensoriel. La PNL ne demande pas «que voulez-vous», mais une fois l'objectif atteint, que verrez-vous, qu'entendrez-vous, que ressentirez-vous? C'est beaucoup plus précis. Si l'objectif c'est être plus confiant en réunion, la question devient concrètement à quoi ressemblera le regard des autres? Quel sera le ton de ta propre voix? Quelle sera ta posture? La sensation dans ta poitrine?
On transforme une idée abstraite en expérience physique simulée. Ça rend la chose beaucoup plus réelle, oui, plus tangible. Et l'autre lettre que vous vouliez mentionner? C'est le E pour écologique. Et ça, c'est peut-être le plus important et le plus contre-intuitif. Pourquoi? La question est, quelles seront les conséquences positives et négatives de l'atteinte de cet objectif sur le reste de votre vie? Et cette question, elle révèle souvent la raison cachée de nos autosabotages. Ah, intéressant. Comment ça? Le manuel explique que notre inconscient préférera toujours l'équilibre actuel, même s'il est inconfortable, à un nouvel objectif qui menace une partie importante de notre vie. Hmm. Par exemple, vouloir une promotion qui implique de travailler le week-end pourrait menacer la valeur temps-famille. Si on ne résout pas ce conflit interne, une partie de nous va freiner des quatre fers. C'est un mécanisme de protection invisible en fait. D'accord. Donc on a une base, un objectif bien défini, mais le quotidien est plein de vieux réflexes. Le manuel propose des outils pour intervenir directement sur nos états internes. L'un des plus connus, c'est l'ancrage. Ça m'a toujours paru un peu... Étrange. Ça peut sembler sorti de la science-fiction, mais le principe est très simple et on l'utilise tous sans le savoir. Comment ça? Une chanson qui nous rappelle un été, une odeur qui nous ramène en enfance, ce sont des ancres. La PNL propose juste de le faire de manière consciente et délibérée. L'idée, c'est de créer un raccourci neurologique vers un état ressource, la confiance, le calme. Et comment on fait concrètement? Alors, le manuel est très précis. D'abord, il faut se remémorer un moment où on a ressenti pleinement cet état. Par exemple, un souvenir où l'on s'est senti totalement confiant. D'accord. Il faut vraiment revivre la scène avec tous ses sens. Le graphique dans le manuel montre bien qu'il y a un moment où l'émotion atteint son pic d'intensité. Le sommet de la courbe. C'est ça. Et c'est à ce moment précis qu'il faut poser l'encre. Un stimulus unique et discret. Par exemple, presser fortement son pouce et son index. On répète ça plusieurs fois. Et ensuite, dans une situation où l'on a besoin de confiance, le simple fait de refaire ce geste va déclencher l'état associé. J'ai lu l'exemple d'un musicien dans une des sources. Oui, c'est un cas d'école parfait. Un pianiste de talent, mais paralysé par le trac avant de monter sur scène. Mhm. Le travail a été de créer une encre très puissante, en lui faisant revivre le sentiment de fierté et de calme absolu qu'il avait ressenti à la fin de son tout premier concert réussi, des années plus tôt. En associant ce pic émotionnel au geste de presser deux doigts, il a pu emporter cette ressource avec lui. C'est assez bluffant. Et on passe à un concept qui semble encore plus bizarre, si c'est possible, les sous-modalités. Ah oui, L'idée qu'on peut changer l'impact d'un souvenir en jouant avec ses caractéristiques, comme si c'était une image sur un ordinateur. La rendre plus floue, noir et blanc, ça fait un peu penser magique, non? c'est une excellente question parce que ça touche au cœur du mécanisme. La justification, elle est neurologique. On ne change pas le contenu du souvenir, ce qui s'est passé, c'est passé. On change la façon dont il est encodé. C'est exactement ça. Un souvenir traumatisant est souvent stocké comme un film en grand écran, très proche, en couleur vive, avec le son à fond. Un souvenir agréable, lui, est peut-être plus panoramique, plus lumineux. Ce sont ces qualités, ces sous-modalités qui disent à notre cerveau «Attention, ceci est important et dangereux» ou «Ceci est agréable et sans danger». Donc en modifiant ces réglages, on change le message envoyé au cerveau. On basse le volume émotionnel en prenant ce souvenir angoissant et en le repoussant mentalement au loin, en le passant en noir et blanc. On ne nie pas l'événement, mais on dit à notre système nerveux, c'est du passé, c'est loin, ça n'a plus le même pouvoir aujourd'hui. Et le manuel décrit une technique phare qui utilise ce principe, le swish. Oui, le switch, c'est une sorte de reconditionnement ultra rapide, très utilisé pour les comportements compulsifs. Imaginez quelqu'un qui veut arrêter de se ronger les ongles. D'accord. L'image déclencheur, c'est la vue de sa main qui s'approche de sa bouche. C'est l'image qu'on veut court-circuiter. D'un autre côté, on crée une image de soi idéalisée, une image de soi avec de belles mains, se sentant fier, maître de soi. Et le swish? C'est le processus de remplacer la première image par la seconde en une fraction de seconde, mentalement, en la faisant grandir, devenir plus brillante avec un son swish. En répétant ça 10-15 fois très vite, le cerveau apprend un nouveau chemin. Quand le déclencheur, la main qui monte, apparaît, il ne déclenche plus l'ancien comportement, mais la nouvelle image ressource. On voit bien que tout ça est très lié au langage, qu'il soit visuel ou verbal. D'ailleurs, le manuel présente deux outils linguistiques qui m'ont semblé être des miroirs l'un de l'autre. Oui, Le métamodèle,
Et le modèle de Milton. J'avoue que la distinction n'était pas limpide pour moi au début. C'est une très bonne façon de le voir. Ils sont en effet opposés mais parfaitement complémentaires. Le métamodèle, c'est un outil de précision, c'est un scalpel. Son but, c'est de débusquer les flous du langage pour reconnecter les mots à l'expérience concrète. C'est le fameux iceberg. Exact. Ce qu'on dit n'est que la pointe émergée. C'est ça. Donnons un exemple concret du manuel pour les généralisations. Une phrase type, c'est « Jamais je n'y arriverai ». Classique. Le métamodèle, c'est un ensemble de questions pour défier ça. Vraiment jamais? N'y a-t-il pas eu une seule fois où vous avez réussi quelque chose de difficile? Ou pour les omissions, une phrase comme « On ne m'écoute pas ». La question est évidente. Qui, spécifiquement, ne vous écoute pas et quand? Le but est de passer d'un problème vague et insurmontable à une situation précise et gérable. C'est un peu un détective du langage, en fait. Et donc, le modèle de Milton, c'est l'inverse. C'est l'art du flou. C'est exactement ça. Il est modélisé sur le travail de Milton Erickson, un hypnothérapeute de génie. Là, le but n'est pas la précision, mais l'influence. On utilise un langage délibérément vague, plein d'ambiguïté, pour contourner l'esprit critique et parler directement à l'inconscient. Vous auriez un exemple de phrase type? Une phrase classique serait « Et je ne sais pas à quelle vitesse vous allez prendre conscience de toutes les ressources que vous avez déjà en vous pour résoudre cette situation. » C'est subtil. Très. La phrase présuppose que 1. Vous allez prendre conscience, 2. Vous avez déjà toutes les ressources, et 3. Vous allez résoudre la situation. La seule chose laissée en suspens, c'est la vitesse. L'esprit conscient s'occupe de cette question mineure pendant que l'inconscient reçoit les messages principaux. D'abord, c'est beaucoup plus clair. On a vu les outils pour les émotions, pour le langage. Le manuel va encore plus loin et propose de voir nos comportements comme de véritables programmes informatiques, des stratégies. Oui. C'est là qu'intervient le modèle TOT. Après avoir vu comment le métamodèle déconstruit les mots, on voit comment ces mots s'inscrivent dans une séquence plus large. C'est là que le TOT intervient. C'est l'acronyme pour Test, Operate, Test, Exit. En français, tester, opérer, tester, sortir. Une boucle de feedback. C'est ça. Prenons une stratégie de motivation simple. Le premier test, c'est le déclencheur. Je regarde l'heure, je dois commencer à travailler. L'étape opérée, ce sont les opérations que je fais. Par exemple? Je pourrais me faire une image mentale de la tâche terminée, me dire aller au boulot, puis ressentir l'énergie monter. Le deuxième test, c'est la vérification. Suis-je assez motivé? Si oui, exit, la stratégie est terminée. Sinon, je retourne à opérer. Et l'intérêt, c'est de pouvoir modifier la séquence si elle ne marche pas. C'est tout l'intérêt. Si la stratégie de quelqu'un, c'est « je vois la pile de travail, je ressens un poids énorme, je me dis je n'y arriverai jamais », on comprend pourquoi il procrastine. En identifiant cette séquence, on peut travailler à la modifier. Pour finir, le document présente un modèle qui semble tout englober, une sorte de vue d'ensemble. Les niveaux logiques de Dilts, c'est un peu le boss final du manuel, non? On peut voir ça comme ça. C'est un outil de diagnostic extraordinairement puissant parce qu'il hiérarchise notre fonctionnement. C'est une pyramide. Tout en bas, l'environnement. Au-dessus, les comportements. Puis les capacités, les croyances et valeurs, l'identité. Et tout en haut, le spirituel, l'appartenance. Et le principe clé, c'est qu'un problème se résout plus facilement en intervenant à un niveau supérieur. C'est le principe fondamental. Un changement à un niveau élevé se répercute en cascade sur tous les niveaux inférieurs. Prenons quelqu'un qui veut arrêter de fumer. D'accord. Il peut essayer de changer au niveau comportemental, jeter ses cigarettes. Ça peut marcher, mais c'est souvent une lutte. Maintenant, si son problème vient d'une croyance, comme « fumer, c'est le seul moyen de gérer mon stress ». Changer le comportement reviendra toujours. Exactement. Le levier est au niveau des croyances. Mais si ça vient d'encore plus haut, du niveau de l'identité. Par exemple, la personne se définit comme un fumeur. Alors là, c'est presque impossible. Changer de comportement, ce serait renier son identité. Le travail consiste alors à faire évoluer l'identité vers « je suis une personne qui prend soin de sa santé ». Une fois que cette identité est ancrée, le comportement de ne pas fumer devient naturel, évident. Il est aligné avec qui je suis. En résumé, ce manuel est bien plus qu'une simple liste de techniques. C'est une grille de lecture complète pour analyser et, en théorie, influencer notre propre fonctionnement interne. C'est exactement ça. Que l'on adhère ou non à l'ensemble du modèle, ça force à une prise de conscience de nos programmes mentaux. Comment on se fixe des buts, le pouvoir de nos mots.
Ça nous propose des leviers, des manettes pour devenir un utilisateur plus conscient de notre propre cerveau. Une dernière idée à explorer pour la route, qui est tirée du concept de modélisation. L'idée qu'on peut décortiquer l'excellence des autres. Oui. La question est la suivante. Si l'on pouvait décomposer la compétence d'une personne qu'on admire, quelle serait la toute première micro-étape de sa stratégie interne? Que fait-elle en premier dans sa tête pour enclencher ce talent? C'est la question à 1 million. Et le manuel suggère que pour la plupart des virtuoses, qu'ils soient artistes, sportifs, la première étape est quasi toujours visuelle et kinesthésique. Ils voient et ressentent le résultat final avec une clarté absolue, avant même de commencer. Ah oui. C'est cette certitude sensorielle qui semble ensuite guider, comme un aimant, toutes les actions qui suivent. C'est une piste fascinante à explorer pour soi-même. Et ce sera le mot de la fin. Merci, Merci à vous. au revoir et à bientôt.